Bonjour tout le monde. Comme il se passe pas grand-chose ces temps-ci avec les crypto-monnaies, C'est plate! j'ai décidé de vous parler de quelque chose d'autre. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le marché immobilier, puis les tendances qu'il y a en ce moment avec 2008, avec le crash immobilier ou disons quelques années avant, donc peut-être 2007, 2006. Puis on va regarder ça ensemble. Pourquoi est-ce que je crois que le marché immobilier est en bulle en ce moment? Puis pourquoi est-ce qu'on pourrait connaître une grosse correction? Pourquoi est-ce que je crois que c'est pas le temps d'acheter des maisons, des logements, quoi que ce soit, des plex? On va descendre un petit peu plus deep dans le sujet. On commence ça tout de suite. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent connaître l'histoire qui est arrivée avec le crash immobilier, la crise des subprimes en 2008, mais très peu connaissent la vraie histoire ou ce qui est vraiment arrivé. Euh, Ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, il y a le film Le Big Short, The Big Short en anglais, ou Le casse du siècle en français. Il est sur Netflix, vous pouvez l'écouter. Moi, j'ai vraiment aimé le film, je le trouve qu'il est excellent. Dans le fond, dans ce film-là, on voit un petit peu là, comment que les gens voyaient le marché immobilier à Wall Street, comment est-ce qu'il y a des gens qui ont pu comprendre comment ça fonctionnait, puis qui ont pu voir qu'à travers les protocoles, puis les façons que les gens procédaient pour faire les prêts, il y allait avoir un effondrement des marchés. OK? Donc, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est simple en même temps. Il suffit de savoir qu'est-ce qui est quoi, puis après ça, de mettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. Puis on arrive à comprendre facilement ce qui est arrivé avec la crise des subprimes en 2008. Aujourd'hui, je vais faire le point pour vous expliquer ce qui est arrivé en 2008. Donc, avec la crise immobilière de 2008. Puis ensuite de ça, je vais faire le point avec aujourd'hui pour démontrer que les facteurs techniques sont en convergence en ce moment avec ce qui est arrivé en 2008 pour démontrer euh, qu'en ce moment, on est en bulle, puis qu'une crise immobilière va frapper à nos portes. Quand? Je sais pas, je peux pas vous dire, mais j'ai l'impression que ça va être autour de 2023-2025. On va continuer là-dessus, puis on va aller voir les termes qu'il faut comprendre pour pouvoir comprendre ce qui est arrivé en 2008. La première chose qui m'a frappé avec la crise de 2008, ce sont les prêts Ninja. Un prêt Ninja, c'est quoi? Ninja, dans le fond, c'est un acronyme pour No Income, No Job and No Assets. Ça veut dire pas de revenus, pas d'emploi, puis aucun actif. Les prêts Ninja sont arrivés, dans le fond, dans les années 2000 aux États-Unis. Ils ont attiré l'attention du public à l'été de 2007, juste avant la crise des subprimes. Puis en ce moment, les prêts Ninja, ça commence à être chose qui se fait aussi ici. OK? Les prêts Ninja étaient utilisés parce qu'exemple, étaient utilisés avec un taux variable. Donc, exemple, le taux est, on va dire, à 3%. Mais on savait que la maison allait prendre plus de valeur que 3%. Donc, tout ce qu'on faisait, c'était payer l'intérêt de 3%. Puis on gardait le 5% de différence en profit. OK? Donc, on achetait des assets, des maisons, de l'immobilier qui valait plus cher que ce qu'on pouvait se permettre. On payait l'intérêt. Puis, la différence entre la plus-value de l'actif immobilier puis l'intérêt à payer devenait l'augmentation de la valeur nette de la personne ou sur quoi la personne peut faire ses dépenses. Donc maintenant, on passe aux CDO. Les CDO, c'est la raison principale pour laquelle le marché a craché en 2008. Donc, on a vu qu'on accordait des prêts ninja qui avaient aucune valeur fondamentale. Ça veut dire qu'on était presque sûr que la personne n'allait pas repayer. Puis, pourquoi est-ce qu'on les signait? Pourquoi est-ce qu'on signait des gens qui n'avaient pas de crédit, pas d'emploi, pas de revenus, aucun actif, puis qu'on leur disait, toi, mon chum, tu peux t'acheter une maison à 1 million. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce qu'on avait des CDO. Les CDO, c'est Collateralized Debt Obligations. Puis,
ce que ça fait, un CDO, c'est qu'on a du collatéral, puis c'est une obligation. Donc, une obligation, c'est quoi? Puis du collatéral, c'est quoi? On va commencer par le collatéral. Le collatéral, c'est, exemple, j'ai 1000 $ d'actions, j'ai besoin d'un prêt de 1000 $, je vais vous laisser mon 1000 $ d'actions, vous allez me laisser 1000 $ en prêt, je vais vous payer l'intérêt, puis quand j'ai fini de payer le prêt de 1000 $, vous me redonnez mon 1000 $ d'actions. Je vous laisse quelque chose dans les mains de valeur juste et équitable le temps que je vous repaye mon prêt. Comme ça, moi, ça me permet de rester exposé à l'actif, je ne perds pas mon actif, puis j'ai mon prêt pour faire mes choses. OK? Ça, c'est un prêt en collatéral. Ensuite de ça, il y a les obligations. Les obligations, ce sont des titres de créances négociables utilisés par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'une obligation, ça permet d'emprunter sur les marchés pour les entreprises, les États ou les banques. Okay? Parce qu'une banque, c'est une entreprise. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a émis des obligations sur les hypothèques de nos clients. C'est ce qui s'est passé avec la banque à ce moment-là. Donc, des obligations ont été émises sur l'hypothèque des clients. Donc, si vous avez une hypothèque, votre banque a décidé d'émettre des obligations dessus pour pouvoir financer des gens qui n'avaient pas de crédit. C'est ça, en gros, qui s'est passé. Les prêts Ninja étaient financés par ceux qui avaient des bons prêts, qui avaient des bons noms. Donc, c'est comme vous avez travaillé fort pour avoir un bon nom, vous avez travaillé fort pour acheter votre maison. En arrière, dans votre dos, votre banque, ça va faire des prêts avec votre crédit puis votre maison à des gens qui n'ont pas de revenus, pas d'emploi, rien de tout ça. OK? Ça s'est fait par tranche de CDO. Donc, la première tranche de CDO couvrait la deuxième tranche. Donc, les prêts 3A couvraient le prêt 2A. Après ça, une autre tranche en dessous qui couvrait les prêts A. Après ça, les prêts 3B, 2B, B. Bon, vous voyez un peu jusqu'à temps qu'en bas complètement de la chaîne alimentaire ou en bas de la pyramide, il restait juste les mauvais payeurs. OK? Donc, ça, c'est ce qui s'est passé en 2008. Je vais vous mettre des extraits du film, justement, Le casse du siècle ou Le Big Short, pour vous aider à comprendre c'est quoi un CDO, puis ce qui s'est passé en 2008. Ok, voilà comment marche un CDO synthétique. Mettons que je mise 10 millions sur une main au blackjack. 10 millions parce que dans notre cas, cette main représente une obligation hypothécaire. Ok, Selena a une très bonne main, elle reçoit 18. 7 pour le croupier, une excellente main pour Selena. C'est de bon augure. Ses chances de gagner cette main sont de 87%. Donc mes chances sont excellentes. J'ai la main heureuse ce soir, tout le monde autour de moi a envie d'en profiter. Pas de danger que je perde. Voilà, ça c'est l'erreur classique. Au basket, on appelle ça l'illusion des séries. Vous marquez plusieurs paniers de suite au cours du jeu, le public est sûr que vous marquerez le suivant. Les gens pensent que ce qui se produit maintenant continuera de se produire dans le futur. Pendant le boom de l'immobilier, les marchés montaient et les gens pensaient qu'ils n'allaient jamais redescendre. Donc les gens qui me regardent, certains que je vais gagner, vont parier en parallèle. Ce qui donne le premier CDO synthétique. J'adore Selena Gomez. Je parie 50 millions qu'elle gagne. Et je vous donne du 3 contre 1. 3 contre 1. Ok, je relève le pari. Maintenant, quelqu'un d'autre va vouloir à son tour parier sur l'issue du premier pari. 50 millions qu'elle gagne. Ce qui nous mène au CDO synthétique numéro 2. Hey, je parie 200 briques que la dame à lunettes gagne son pari. C'est bien parti pour qu'elle gagne. Donc je veux un rapport élevé. Ça le fait, 20 contre 1? Vendu. Et ce jeu-là va s'amplifier et créer des CDO synthétiques à gogo. Et voilà comment on transforme un investissement initial de 10 millions en plusieurs milliards de dollars. Wall Street utilise des termes compliqués pour vous faire croire qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font. Ou mieux encore, pour que vous leur foutiez une paix royale. Donc je laisse Margot Robbie dans un bain moussant vous l'expliquer. Bien, en clair, l'obligation que Ranieri a mis au point a été méga profitable pour les banques. Elles ont pris des milliards et des milliards à coût de 2% de marge sur chaque obligation vendue. Puis ils se sont retrouvés à court de prêts IMO à mettre dedans. Après tout, le nombre de maisons comme de gens avec un boulot pour les acheter est limité, n'est-ce pas?
Alors les banques ont inclus des prêts de plus en plus risqués dans leurs obligations. Merci, Bender. Comme ça, ils gardent la main sur la machine à cash. Ok? Ah, et puis au fait, ces prêts hyper risqués, ce sont les subprimes. Dès lors qu'on vous dit subprime, traduisez merde. Notre ami Michael Burry, il vient de réaliser que ces obligations hypothécaires supposées être à 65% AAA sont en réalité un gros tas de merde. Donc ce qu'il veut, c'est shorter les obligations. Autrement dit, parier contre elles. C'est rentré? Génial. Alors foutez le camp. Chris? T'attends quoi là? Oui, pardon. Ceci est votre obligation hypothécaire classique, d'accord? Les premiers montages étaient simples. C'était juste des structures de milliers de prêts AAA réunis, garantis par le gouvernement. Les plus récentes sont différentes. Elles sont privées. C'est un empilement de différentes tranches. La plus haute, la AAA, est payée en priorité. La plus basse, la B, en dernier, sera donc la première à faire défaut. Maintenant, si vous achetez des B, ça peut payer plus, mais elles sont un peu risquées. Parfois, elles font défaut. Chris? En cours de route, certaines B et double B sont passées d'un peu risquées à merde de chien. Où est la corbeille? Juste derrière vous. Je parle des plus bas scores de crédit. Pas de vérification de revenus? Taux variable? Merde de chien. Le taux de défaut est déjà passé de 1 à 4%, les gars. Et s'il atteint les 8%, et il le fera, quantité de triple B vaudront plus rien non plus. Et ça, t'es trop près. C'est une opportunité. Vous nous offrez donc l'occasion de shorter cette pile de bâtonnets. Comment? Avec un bel outil intitulé contrat de swap. Une sorte d'assurance sur l'obligation. Si elle baisse, vous empochez 10 fois, voire 20 fois la mise. Et elle a déjà amorcé une baisse. 10 fois? 20 fois? Jamais. Et personne remarque que dalle. Personne remarque que dalle. Parce que les banques sont trop occupées à rafler des commissions indécentes sur ces obligations. Attendez, vous êtes une banque. Vous bossez pour une banque. Je suppose que vos marges sont bien grasses. Vous occupez pas de mes marges. Par ailleurs, bien grasses en effet. Jolies chemises, ils font les mêmes pour hommes? Mais vous êtes une banque, non? Je bosse pour une banque. Je pense pas comme une banque. Petite banque, grande banque, j'aime quand ça paye. Vous y êtes? Je vous fais un dessin. Je me trouve devant une maison en feu et je peux vous offrir une assurance incendie. A, 0. B, 0. Double B, 0. Triple B, 0. Et voilà ce qui arrive. C'est quoi, ce qui arrive? C'est notre marché immobilier. Il est évident, ce que vous venez d'apprendre, ou ce que vous venez d'entendre, si vous ne le saviez pas déjà, que les CDO, après la crise de 2008, ont disparu de la carte. Hein. On n'en a plus vraiment entendu parler. Jusqu'en 2015, où on a sorti un Bespoke Trench Opportunities. Le Bespoke Trench Opportunities, c'est quoi? C'est un CDO avec un autre nom. Okay? Donc, on recommence les CDO avec l'immobilier encore une fois. Puis, ça porte un autre nom. En gros, c'est ça. C'est la même chose. OK? Donc, on explique ici que les CDO ont changé de nom. Ils s'appellent maintenant des Bespoke Trench Opportunities. OK? Est-ce que c'est juste un nouveau nom ou un rebranding? Bon, là, on parle d'éthique, on parle de comment ça fonctionne. On compare vraiment ça à un CDO. Ici, on explique qu'il y a une différence entre les deux. On dit par contre que c'est vraiment similaire. Puis c'est ça. En gros, là, c'est pas mal la même chose. Ils ont changé quelques petits détails pour pouvoir dire que c'est pas la même chose. Puis c'est ça. C'est sorti en 2015, les Bespoke Trench Opportunities. Puis depuis 2015, le marché immobilier va très bien. Okay? On voit ici un texte là, de 2018. Qui explique là, l'effet domino, l'irrationalité. On parle des CDO, des Bespoke Trench Opportunities. On dit que les CDO ont recommencé à circuler, que les équipes marketing ont pris soin de les renommer BTO. Donc, c'est vraiment, on voit là aussi que les CDO, encore une fois, on compare un CDO. Ça a un nom attrayant.
La diffusion des produits est massive, comme en 2017, comme en 2007, comme en 2006, comme en 2005. La Deutsche Bank, la plus grande banque de l'Allemagne, serait la banque la plus exposée aux produits dérivés de ce genre. Donc, on voit que c'est vraiment... ça va pas dans le bon sens. Puis, on voit aussi là, sur ce site-là, sur US News, on voit Ghost of the Big Short haunts Wall Street. Fait que dans le fond, c'est le fantôme de The Big Short. Puis, le fantôme en soi, c'est le CDO. Puis, il hante Wall Street à travers les BTO, qui sont les Bespoke Trench Opportunities. Que, si vous voulez aller lire là-dessus, ça fait... Je survolais ça vite comme ça. Donc, on sait que depuis 2015, on a une recrudescence des CDO qui ont juste changé de nom. Donc, on a vu que les prêts Ninja étaient quelque chose qui se faisait. Les CDO sont revenus à fin 2015, début 2016. Par contre, avant que le produit se popularise, ça prend du temps. Il est arrivé ici, sur la ligne du temps. Il est arrivé ici, le CDO en 2016. Dans le fond, les nouveaux CDO, là, les Bespoke Trench Opportunities, les BTO. Puis, ça, de ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a connu une hausse suite à l'arrivée de ce produit-là. Ensuite, on a eu le crash du COVID, ici. Puis, avec le crash du COVID, il y a beaucoup de gens qui ont justement ont perdu leurs emplois, tout ça. Puis, ils se tournent vers des produits comme les BTO pour pouvoir s'acheter des maisons. Donc, on est en train de repopulariser les CDO via les BTO. Puis, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. OK? Par contre, le marché immobilier risque de monter encore. Okay? Possiblement jusqu'ici, ici ou prochain niveau de Fibonacci jusqu'à ici, si on se fie à l'index. Okay? C'est quelque chose, tu dis, l'immobilier n'a pas fini de monter. Là. La dernière fois qu'on a fait les CDO, ça a pris 30 ans avant que la bulle éclate. Okay? La question, c'est combien de temps est-ce que ça va prendre avant que la bulle éclate avec les BTO? Parce que là, on sait qu'on va revivre la même chose qu'avec les CDO, mais possiblement sur une échelle de temps plus rapide, puis sur une échelle de prix encore plus volatile qu'avant. Donc, si on compare avec le peu d'informations qu'on a, parce qu'on n'a pas d'informations avant 2001, que peut-être on pourrait essayer d'extrapoler avec une ligne de tendance. Quelle ligne de tendance qu'on pourrait faire? On va essayer d'extrapoler peut-être en weekly. Est-ce qu'on peut faire une ligne de tendance à quelque part en weekly? Je pense qu'on tient quelque chose. Quelque chose comme ça peut-être? On va y aller comme ça. On pourrait extrapoler là, les prix avant, comment c'était. Puis ça l'a tranquillement pas vite, ça l'a monté. Puis ensuite, cassure de la tendance en 2007-2008. Correction, ceux qui suivent, qui connaissent un petit peu ça, les Elliott Wave, correction A, B, C. Ça, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Correction ABC. Fait notre vague 1. Ça, c'est vague 1, 2, 3, 4. Puis là, on va faire notre dernière vague. OK? Notre dernière vague avant. Correction en ABC. Je sais pas, mettons A, B, C. 61, 8, c'est un beau chiffre. Mettons quelque chose comme ça. OK? Donc, on peut clairement voir là, qu'on est sur notre dernier run sur le marché immobilier avant une correction majeure. Je sais que pour certains, ça peut vouloir dire
pas grand-chose, l'Elliott Wave, et des choses comme ça, mais ça l'aide vraiment à se situer sur la ligne du temps, là, pour les crashs qu'il peut avoir. Donc, si on regarde sur le S&P 500, là, qui est le marché des actions, qu'on va regarder dans le passé. OK, ça, c'est quelque chose que je veux comparer avec aujourd'hui. Que dans le passé, on a eu nos vagues ici, 1, 2, 3, 4, 5, qui ont formé ici notre première vague majeure du Elliott Wave. OK, les 5 vagues ici forment notre première vague. C'est comme des poupées russes. Le ABC fait la vague en 2. Puis, après ça, on repart en 1, 2, 3, 4, 5 pour faire notre vague 3. Correction en ABC, puis on repart pour faire notre vague 5. Okay? Donc, on voit clairement que sur le marché immobilier ici, on va aller atteindre une vague 5, puis que sur le marché des actions, on va atteindre une vague 5 de 5. Okay? Ça va probablement être le plus gros crash de l'histoire quand ça va arriver. Mais on va décortiquer les choses. On va compartimenter un petit peu là, tout ça avant de partir dans tous les sens. Puis, ce qu'on va essayer de compartimenter, c'est ici. La première hausse qu'on a connue sur la S&P 500 qui a formé notre vague 1. Cette vague-là, ce qu'on peut en tirer de ça, on va le mettre en weekly pour voir les choses un petit peu plus en détail. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a eu notre hausse jusqu'en 1929. En 1929, si vous ne le savez pas, c'était la fin de la Première Guerre mondiale, puis il y a une crise économique qui s'en est suivie suite à de l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est une injection massive d'argent, ou plutôt de billets de banque, ou de, vous voyez, pas de l'argent du silver, là, mais pas le métal, vraiment l'argent papier. Donc, on a eu une injection massive d'argent dans l'économie. Puis, suite à ça, on a eu un crash en A, B et C. Là, qu'est-ce qu'on vit? On vit la PCU, la PCRE, puis toutes ces choses-là. Les services gouvernementaux qui donnent de l'argent pour des pensions, des ci, des ça, des name it, il y en a à pelleter. Okay? Ça, c'est vraiment pas bon pour l'économie. Okay? De façon générale. Puis, c'est ce qui a causé le crash ici. On a à ces moments-là, on a eu l'hyperinflation en Allemagne. Okay? Donc, on voit ici là, la perte de la valeur du dollar. Puis, on a ici, au Venezuela, en 2018, ou les projections qu'on avait pour 2018 sur le bolivar vénézuélien, qui a clairement, si on va regarder avec le taux de change aujourd'hui, le dollar canadien a vraiment pris de la valeur là, face à ça. Donc, 1 dollar canadien vaut 2 635 078 dollars en bolivar vénézuélien. Donc, c'est complètement fou l'hyperinflation. Puis, on est en train de revivre là, un petit peu là, ce que l'Allemagne a vécu avec le Venezuela et d'autres pays comme ça là, qui sont soumis en ce moment à l'hyperinflation. Si on regarde ici en 2018, donc avant ce graphique-là, ok, vous voyez ici là, en 2010, là, le bolivar, ça s'échangeait à quelque chose qui avait de l'allure. Là. Ça avait de l'allure, le taux de change là, quand même. Là. Mais si on regarde maintenant, on est passé de 46 $ par dollar à 2 635 000 par dollar. Okay? Donc vraiment, le bolivar vénézuélien a été dévalué par l'hyperinflation parce qu'on en a trop imprimé. Puis, en donnant de l'argent aux gens avec des pensions de PCU puis ces choses-là, la PCRE, c'est la même chose qui arrive. On dévalue notre dollar. Okay? Donc, ça ici, c'est ce qui a causé notre crash en 1929. La Grande Dépression. Puis, c'est un petit peu ça. C'est qu'aujourd'hui, nous, avec l'impression de billets, tout ça, c'est quelque chose qu'on pourrait revivre. OK? Donc, si on suit le S&P 500, qui est le marché des actions, on voit que la seule fois où on est monté en haut de notre ligne de tendance, vous voyez la ligne jaune qui est ici, là, la seule fois où on est monté en haut de cette ligne de tendance-là, c'est quand on a eu l'hyperinflation. On a chuté après pour créer une grande dépression. Ça, on est parti avec notre vague 1, correction vague 2, parti avec notre vague 3, 4 et 5. Okay? La vague 5, elle a fini quand? Elle a fini en l'an 2000. En l'an 2000, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu le bug de l'an 2000 ou le crash de l'an 2000. Le crash de l'an 2000, c'était quoi?
Crash de l'an 2000, c'était une correction en A, B et C pour former notre vague 4. La correction en A, B et C en l'an 2000, si vous regardez la ligne de tendance, celle qui est ici, c'est la deuxième fois où on est monté en haut dans toute l'histoire. OK? Donc, la deuxième fois où on est monté en haut de la ligne de tendance, c'est là où on a eu notre correction qui a causé, dans le fond, qui était le bug de l'an 2000 ou le crash de l'an 2000. Quand on a recover jusqu'en 2007. 2007, c'était quoi? C'était le crash immobilier, le crash des subprimes, celui qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Puis ce crash des subprimes-là a formé notre vague en C avant de décoller, faire notre vague 1, 2, 3, 4 et 5, blablabla. Pour maintenant qu'on soit en position de finir notre vague 5 à quelque part ici, okay, sur la ligne de tendance. Pourquoi? Pourquoi ici sur la ligne de tendance? Parce qu'on a passé encore, vous voyez la ligne ici qu'on passe jamais, là. Sauf, on va la remettre en clé. Bon. Vous voyez la ligne ici dans le milieu qu'on passe jamais? Ben, en ce moment, on est en train de la repasser. Si on zoome dessus, là, ça fait 4 mois qu'on est en haut. Puis, si la tendance se maintient, on devrait aller toucher le haut du canal qui est ici. Puis ensuite, commencer notre correction en A, B et C, qui va être une correction majeure. OK? Puis, si on prend ce qu'il y a eu en 1929, on parle d'une bulle due à l'hyperinflation, ce qu'on vit en ce moment. Puis, on parle en l'an 2000. Ici, en l'an 2000, d'une bulle sur les technologies qui était l'Internet. Ça, c'est la bulle d'Internet. Puis ça, c'est la bulle d'hyperinflation. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? On a une nouvelle bulle technologique, qui est la crypto-monnaie. Puis on a une nouvelle bulle d'hyperinflation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les CDO qui reviennent ici, en B, qui ont créé le crash ici. Donc, on a un cocktail prêt pour un des plus gros désastres puis un des plus gros fiascos de l'histoire. On a les 3 raisons pour lesquelles l'économie a crashé dans le dernier 100 ans qui convergent tous ensemble pour aller nous faire toucher le sommet de notre canal de résistance ici, notre ligne de résistance ici, qui possiblement va causer un retournement sur le marché, un crash économique comme on n'aura jamais vu. On a l'hyperinflation. L'hyperinflation a causé le crash de 1929. On a une bulle technologique. La bulle technologique a causé le crash de l'an 2000. Puis, en plus de ça, on a les CDO qui sont revenus sous le nom de BTO qui, eux, ont causé le crash de 2008. On les a tous ensemble qui marchent main dans la main pour créer le plus grand désastre financier qu'il y a jamais eu. Gardez en tête que tout ça, c'est pas des conseils financiers. Je suis pas un professionnel. Je vais juste regarder des graphiques puis je dis mon idée là-dessus. Peut-être que je suis dans le champ. Peut-être que je suis vraiment dans le champ puis que j'ai rien compris. C'est juste mes opinions, ma vision de voir les choses. Mais de ce que je vois là, c'est risqué et c'est dangereux. Je veux dire, on n'a pas fini de prendre la valeur. Okay? La vague 5 là, qui est là, elle n'a pas fini. Là, on n'a pas fini avec. Il y a de l'argent encore à aller chercher, il y a de l'argent à faire. Mais il faut s'attendre à ce que près de cette ligne-là ici, là, le prix se retourne. Puis quand le prix va se retourner, il ne va pas juste se retourner pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On va parler de Grande Dépression, on va parler de crises qui vont pouvoir durer possiblement plusieurs années. Ma ligne que j'avais tracée ici sur les Elliott Wave,
allait se finir quelque part autour du mois de septembre ou août 2023. Puis on voit qu'ici, possiblement, si on extrapole sur la ligne qui est là, ça va arriver avant. Ça pourrait arriver en septembre 2022, quelque chose comme ça. OK? Peut-être aussi qu'on va dépasser un petit peu, puis peut-être aussi qu'on va casser la ligne de tendance, puis qu'on va aller zigonner ici, puis qu'on va repartir après. T'sais. Mais tout porte à croire que quelque part ici, entre 2023 et 2025, on va avoir une correction majeure. Puis, j'espère que tout le monde va être du bon côté de la baisse. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté mon petit montage là, sur la crise des subprimes puis le marché immobilier. C'est ça. Je vous souhaite une excellente journée.